Bonjour, moi c'est Joseph, je suis un césuriste d'Unilassal-Beauvais et l'année dernière je suis parti en Australie pour faire de la géologie et découvrir une autre partie du monde. Donc justement, ce petit documentaire, il va vous retracer mes péripéties de manière chronologique, avec mes 2 premières expériences en exploration minérale, ensuite mon expérience ouvrière en tant qu'assistant foreur où je réalisais des puits de forage, suivi de mon expérience lors d'une campagne aurifère. Installez-vous confortablement. Ceci est mon témoignage, mon expérience documentée pour vous, et découvrez ce que les cours magistraux ne peuvent pas toujours vous enseigner. Hey. Welcome to Queen's Garden. Là du coup, ce que je fais, c'est que je vais aller à Telstra pour gérer mon histoire de téléphone parce que j'ai pas pris le bon plan et je vais changer. Je vais avoir mon téléphone australien, ensuite je vais pouvoir apply pour ma banque et faire le checking de ma résidence. Et ensuite là on va pouvoir commencer à trouver du job. On va aller harceler toutes les compagnies minières. On va faire du blabla, on va se présenter, on va être drôle, on va faire des blagues, on va montrer qu'on est aussi super intelligent et super déterminé. Et j'espère que ça payera. Parce qu'en fait clairement ici il faut y aller au culot. 11e jour en Australie. J'ai une bonne étoile qui m'est apparue un mercredi soir, alors que j'étais en sortie avec des amis au bar. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai rencontré un géologue dans le bar. Et on s'est rendu compte qu'en fait, lui, il partait en mission la semaine prochaine et qu'il lui manquait un assistant. Demain, je vais voir mon entreprise, je vais signer le contrat, je vais aussi vérifier que j'ai bien tout le matériel et je vais également finir d'acheter tout ce qu'il faut. Il est 7h15, on est devant l'entreprise Litam Exploration Service. Donc c'est Titouan, mon coworker, mon team leader. Salut. Pour expliquer un petit peu qui sont Litam Exploration Service, vous avez vous savez les majeurs, les grosses entreprises minières, donc comme Rio Tinto, BHP, etc. Ensuite il y a les médiums qui ont quelques sites miniers. Et ensuite enfin on a les juniors qui elles en fait font des projets d'exploration. Et Litam Exploration Service, je vais pas dire que c'est encore en dessous, mais un petit peu quand même. En fait, l'idée c'est que eux, ils font des missions sur des projets. Ce qu'on va faire, nous, c'est collecter des données pour une junior, qu'on ne nommera pas. Et ensuite, eux, ils vont faire leur business avec ça. Et on roule jeunesse. La première mission de Soil Sampling est lancée. L'objectif est de récolter des échantillons qui seront envoyés au laboratoire pour être analysés. Voici comment on procède. Du coup, on fait toujours un peu comme ça. Donc ça, c'est pour éviter que tu aies du subsoil après qui re-rentre dans ton trou. Après, tu essaies de faire un trou de vingtaine centimètres carrés. Donc là, on cherche à aller entre 15 et 20 cm. 25 cm, c'est le maximum. Donc là, on enlève tout ce qui est tombé dedans. Tu viens gratter le fond. Et tu fais gaffe de ne pas faire tomber en fait les parois à l'intérieur. Là, tu vois un tas de 2 mm à poussière. Pour avoir à peu près une idée du poids. Comme ça, après, on va pas peser à chaque fois, mais les quelques premiers trous, on va peser. Comme ça nous donne une idée de jusqu'où remplir, tu vois, à peu près. Une fois que tu as terminé ton boulot, tu es obligé de tout recouvrir et faire en sorte que ne soit jamais rien passé. On voit pas qu'on soit passé ici. Voilà. Ok, d'accord. Intéressant avec Titouan, c'est que ça fait 1 an et demi que tu fais FIDI. Ouais, 1 an et demi là. Voilà, donc tu as beaucoup d'expérience. Comment est-ce que tu as fini par choisir ce métier? C'était un peu le genre de français qui cherchait du taf en mine absolument, pour faire un peu d'argent et tout. Ouais, je vois l'idée. Mais en fait ça m'intéressait pas tant que ça. J'avais jamais entendu parler vraiment de ce genre de truc, l'exploration. Pour moi ça voulait tout et rien dire. Ça a l'air ouf, t'es en outdoor. Tu travailles dans des lieux incroyables, il fait un peu chaud et tout, ça, c'est la life, tu vois. Oui, normal. Et t'as tellement de tafs différents et de trucs différents à faire que c'est super complet. Est-ce que pour être un bon géologue, tu considères que faire FIDI c'est nécessaire ou pas? Les géos,
ils arrivent après que toi t'aies fait ton boulot. Donc eux ils vont récupérer les datas des soils que tu as envoyés au laboratoire. Donc c'est très bien pour un géo de savoir comment ça fonctionne, comment ça a été fait, les techniques et la façon dont ça a été fait, parce que ça peut l'aider dans son analyse des datas. Juste le fait de savoir qu'il y a d'autres gens qui sont avant et qui ont fait un certain boulot, et que tu saches le boulot qu'ils ont fait, et que tu aies aussi une forme de respect pour ces gens-là. C'est le dernier jour de la coopération Joseph Titouan, les deux Français. Parce qu'en fait, il y a une galère, il y a un Philby qui est sick, qui est malade. Ça fait trop. Excusez-moi, je suis trop australien, je parle anglais. Non, il y a quelqu'un qui est malade et donc je dois remplacer cette personne qui est malade autre part, qui va être un peu plus caravane, un peu moins de confort. J'ai cherché l'aventure. Hein. Maintenant, je le mérite. Tu seras en quad, Je le mérite. tu vas te dire. Je le mérite. Non, mais voilà, le Titouan, il m'a formé. Il m'a très bien formé, c'était super sympa. Maintenant, je sais à peu près comment faire. Et j'ai hâte de voir ce que ça va être. Parce qu'en vrai, c'est trop intéressant. Et puis, ça fait que je reste plus longtemps sur le terrain et je fais aussi un peu plus d'argent. Et ça, c'est cool. Ouais. Je toujours penser à là-dessus. Voilà. Je pense qu'on peut se rester sur ça. Buongiorno! Hey, Nigel! Hello! What's up? You just hear the birds Apaisant. and the flies. Je m'élance désormais dans ma seconde mission de soil sampling. À 200 km de la ville la plus proche, je me sens coupé de l'humanité. J'ai la sensation d'être un pionnier découvrant de nouveaux territoires. Mais la réalité me rattrape et je découvre vite n'être pas le premier humain à avoir foulé cette étendue de terre. Salut, on est tombé donc dans l'exploration, on fait une pause. On est tombé en fait sur des traces aborigènes ici. Là on voit des ronds, là on voit des bird foot, on voit très bien les ronds ici. En fait c'est hyper intéressant, surtout il y en a partout. Il y en a partout, il y en a encore ici. Vous voyez, c'est des traces, peut-être des traces de rivière, on sait pas du tout. Il y en a d'autres. Ce qui m'explique, c'est que du coup là ce serait plus des traces de kangourous ici. Donc là on a encore un serpent ici, là on a des bird food, des trucs, etc. En fait on a plein de choses dont on n'a aucune idée. Est-ce que c'est une carte, une map? Encore des bird food. Ici là il y en a une qui est géniale. C'est celle-ci là. Avec tous les ronds comme ça, donc on peut s'imaginer qu'avant ça continuait comme ça ici. Et que l'érosion a fait son temps. C'est-à-dire que si ça a été érodé ici, ça veut peut-être dire que ça date de très très longtemps. Peut-être les premières personnes à retrouver ça depuis. Ce qui est génial actuellement, c'est que le géologue avec lequel je suis, il veut documenter ça. Parce qu'en fait, il considère que l'histoire des aborigènes a été vachement entachée par les Européens. Ce qui est vrai. Et du coup, il veut documenter tout ça. Et je trouve ça formidable parce que c'est une démarche scientifique qui est géniale. Franchement, c'est incroyable de découvrir ça. Attendez, regardez celui-ci. Voilà. What's your thought on that one? It's a snowman. I was thinking it's a penis. Yes. I think it's a penis too. Bon, rapidement, là on a une station de police qui date de 1880 et quelques. Une grande différence dans la culture avec les aborigènes, c'est que les Européens, nous, on a la propriété privée, ce que les aborigènes n'ont pas. Les aborigènes, c'est en mode ce qui est à la nature est à la nature et pour nous, et tout est à tout le monde. Et nous, on est arrivé avec nos propriétés privées, nos moutons, etc. Les Western people. Et justement, en fait, ce qui se passait, c'est que dès qu'un aborigène voulait prendre un mouton parce que pour lui c'était normal, nous, comme Européens, on se disait non, c'est pas possible. Et donc, on l'envoyait en prison, ici, pour avoir volé un mouton. Alors que pour lui, c'était normal. Et je sais pas si vous voyez, mais en gros, là, nous, on était là. On a fait 1 heure de route ici. Et en fait, ils faisaient tout le trajet ici, jusqu'à la côte, pour se faire juger pour avoir volé un mouton qui, pour eux, n'était tout à fait normal. C'est compliqué. Alright, just here. Être seul au monde, au milieu du désert, n'était pas chose aisée. Pendant cette mission, j'ai appris la résilience, la gestion de la solitude et de l'éloignement. Mais j'ai surtout découvert que, dans le désert, on n'est jamais vraiment seul.
La vie est partout. Il suffit de tendre l'oreille et d'être attentif. Le géologue que j'accompagnais m'a énormément enseigné sur l'exploration minérale. Un vrai mentor. Cette mission fait partie des périodes de ma vie que je chéris particulièrement. Entre acquisition de compétences, découvertes et surprises, je vous souhaite de vivre des instants semblables. Little fat thing. Oh, isn't this sweet? Non, là c'est une rivière. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a plein de perroquets et tout machin, c'est trop stylé. Et on sort de la jambe. Il est trop stylé cet arbre. Pas de serpent. Hop là. C'est plutôt stylé. Waouh! Je vivais des journées riches en découvertes qui ponctuaient la monotonie de l'échantillonnage. Les soirées au campement étaient paisibles et reposantes. On a la douche. Enfin, la logistique et l'intendance nous sortaient de temps à autre de notre routine. Sans oublier les aléas du terrain. Là c'est chiant. Merci. Bon, je suis dans un camion et je suis assistant de driller. Waouh, il s'en est passé des choses. J'ai trouvé une annonce de mon ancien employeur pour être assistant de driller. Il m'en avait pas parlé puisqu'il me disait bah Joseph, t'es géologue. Moi je lui ai dit oui, je suis géologue, mais avant tout je veux apprendre ce que c'est que aussi le forage. Et donc là, je suis à des centaines de kilomètres de Perth, conduisant en camion, comprenant pas toujours ce que disent les drillers, parce qu'ils ont un bel accent australien. Mais c'est génial parce que j'apprends énormément de choses au niveau de la mécanique, mais aussi au niveau de l'organisation. Un forage, c'est tellement d'organisation, c'est fou. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué et aussi complet. Donc voilà, la paye est plutôt bonne, le travail va être dur, je le sens. Mais bon, j'ai signé pour ça, hein. Voilà. Allez, à la prochaine. J'alternais entre période de travail et de repos. 15 jours d'efforts continus, suivis d'une semaine de pause. Le rythme quotidien comprenait 12 heures de travail par jour, bien loin du rythme français. Bienvenue dans la mentalité australienne.
fatigant. Et j'ai dit que j'allais faire ça pendant 2 mois. Ça va être compliqué 2 mois, mais je vais le faire. Je ferai pas ça 2 fois dans ma vie. Et du coup, j'en profite à fond. Nous réalisions des stations de pompage d'eau. Une méthode de forage bien différente des campagnes de prospection. Il y avait bien plus de technicité et d'étapes à respecter pour concevoir un puits durable dans le temps. Pour creuser, nous utilisions de l'eau et de l'air sous pression, ainsi qu'une boue synthétisée dans une cuve. Nous employons des têtes de forage rotatives, ainsi que des marteaux pour les roches plus compétentes. Une fois le puits creusé, nous devions le purger et insérer des tubes PVC, du gravier et créer un bouchon étanche avec une station de pompage en béton. Ces 2 mois ont été très instructifs. Je recommande à tout jeune géologue d'exploration de travailler au moins 1 ou 2 mois aux côtés des foreurs. C'est une expérience très valorisante sur le CV et une véritable leçon de vie que l'on n'apprend que sur le terrain. What's up, redneck? Oh, ferme ça va. Salut vous! J'assiste le géologue dans tout plein de tâches annexes qui vont permettre au géologue de se focus sur la géologie pour comprendre ce qu'il y a sous nos pieds et essayer de, en l'occurrence là où on est, de trouver de l'or. Parce que c'est une mission de prospection pour de l'or. Pour trouver l'or, nous quadrillions la zone de forage et chaque mètre foré était soigneusement échantillonné pour produire un modèle 3D du gisement. Les foreurs utilisaient la méthode dite air-seed drilling, circulation inverse en français. Elle leur permettait de forer jusqu'à 400 mètres dans des roches dures. Les assistants foreurs disposaient les échantillons en ligne. Nous envoyions ensuite les sacs en tissu au laboratoire pour analyser leur concentration en or. Nous collections et décrivions également les fragments de roches afin d'identifier les formations géologiques situées sous nos pieds. La présence de minéraux, le type d'altération, couplé aux résultats du laboratoire, nous aidait à comprendre comment l'or se déposait. L'acquisition de données devait se faire sans accroc pour garantir des analyses sérieuses et fiables aux investisseurs.
Voici une ancienne mine proche du projet sur lequel je travaille. L'open pit qui se situera sur notre projet sera 2 fois plus grand. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, dorénavant, les open pits sont rebouchés une fois le gisement épuisé, tout comme les bassines de retenue d'eau à côté des foreuses. Des engins de chantier sont envoyés pour réhabiliter et revégétaliser la zone afin de gommer au mieux notre passage. Rendre la mine respectueuse de l'environnement est un défi de tous les jours. Beaucoup a été fait, et il reste encore beaucoup à faire. L'Australie, c'est une terre un peu d'accueil pour les géologues. Il y a quand même pas mal de travail. Ça dépend des saisons et du cours de l'or. C'est pas toujours très très bon. Il faut se méfier, d'accord? C'est pas la ruée vers l'or. Mais c'est quand même un petit peu le plein emploi en ce moment. Dans 2 mois, ça ne le sera plus. Donc c'est des opportunités qu'il faut réussir à calculer et qui sont plutôt convenables pour le salaire. Comparé à toute la charge de travail, c'est convenable. Mais c'est quand même une vie qui n'est pas toujours hyper facile, dans le sens où on travaille 12 heures par jour. On fait des shifts de 12 heures par jour. Il fait chaud, il y a des mouches, et parfois il pleut, il y a des gros orages. Ça reste quand même le rêve pour un passionné, que je suis. Donc voilà, vous connaissez un petit peu près les bases de ce que je fais. Et j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Oh. Sam? Look at this.